Bonjour à tous. Bienvenue à l'Oncologie Press Room que JICOM organise encore cette année depuis 7 ans. À l'occasion du congrès de l'ASCO qui a lieu donc à partir de vendredi 30 mai jusqu'au 3 juin. Merci à tous de vous être inscrits encore cette année et de suivre nos actualités de nos partenaires. Ce rendez-vous est toujours un succès et il nous permet ensemble de suivre en temps réel en fait les dernières recherches et innovations en oncologie présentées à Chicago. Donc cette première session est animée par Unicancer, qui est notre partenaire institutionnel historique sur cette oncologie press room. Et je remercie tout particulièrement donc cette année le professeur Frédéric Pénaud-Lorca, qui est vice-présidente d'Unicancer, le professeur Muriel Dahan, directrice de la recherche et du développement, et Sophie d'Unicancer, Sophie Beaupère, déléguée générale d'Unicancer, pour leur contribution active. Merci également à nos partenaires industriels, qui sont cette année au nombre de 4, avec AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, le laboratoire Famamar et MSD, qui nous accompagnent pour créer en fait cette press room et nous allons également présenter quelques actualités concernant ces partenaires. Donc, afin que la conférence se déroule au mieux, voici quelques informations techniques. Tout d'abord, nous vous invitons à poser vos questions sur le chat, le module de chat qui est à votre disposition, donc à droite de votre écran. Vous pouvez poser toutes les questions durant la conférence et nous y répondrons à la fin. Si vous rencontrez des problèmes sur la plateforme, par exemple l'écran ou le son qui s'arrête, je vous invite à rafraîchir votre page ou à appeler Mariam et Lucie qui ont laissé leur numéro de téléphone dans le chat. Vous pourrez ensuite, à la suite de cette conférence, retrouver la conférence en replay sur la plateforme de l'Oncologie Press Room que l'on déposera en fin de journée et qui restera quelques jours après l'ASCO. Je vais maintenant passer la parole à nos intervenantes d'Unicancer qui vont vous présenter donc les actualités à suivre pour cette nouvelle édition 2025. Je passe la parole à Sophie Beaupère, donc déléguée générale d'Unicancer. Oui, merci beaucoup. Je souhaitais faire une introduction très brève pour effectivement souligner qu'Unicancer est très impliqué à l'ASCO. Il y a une vingtaine de présentations orales, une dizaine de mini-oraux et des posters. Et pour nous, c'est important de pouvoir présenter les innovations qui sont aujourd'hui majeures dans plusieurs disciplines. Et je vous remercie de votre présence et je passe tout de suite la parole à Frédéric Pénaud-Lorca. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bon, moi, je pars demain à l'ASCO et je suis en train de finaliser mon programme parce qu'il y a énormément d'abstracts qui ont retenu mon attention. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les grandes tendances de l'ASCO 2025 ? On va bien sûr continuer à parler d'immunothérapie dans les tumeurs solides en particulier, avec aujourd'hui l'immunothérapie qui va arriver beaucoup plus tôt dans la prise en charge d'un certain nombre de cancers et qui montre son efficacité pour essayer en fait sur les stades non métastatiques où on est vraiment dans ce qu'on appelle intent to cure, c'est-à-dire qu'on espère vraiment que les patients ne deviendront jamais métastatiques. On voit l'apport majeur des immunothérapies. Alors, dans une session plénière avec le niveau post-op pour les cancers ORL à fort risque de rechute, où on ajoute une immunothérapie, le nivolumab, au traitement qui est la radiochimiothérapie. On n'a pas bien sûr les détails encore puisqu'il y a un embargo, mais on sait qu'il y a cet essai positif au moins sur le risque de rechute et qu'il y a des tendances très intéressantes sur la survie globale, mais que ce n'est pas encore
comme on dit classiquement, il y a pas encore assez d'événements, donc c'est pas encore assez mature, mais c'est très, très prometteur. Donc sur ces cancers précoces ORL on le sait, à partir du moment où ils rechutent, c'est dramatique pour les patients. On a également l'immunothérapie précoce dans les cancers gastriques. C'est l'étude Mater-Horn qui va être également présentée en plénière, où on rajoute en périopératoire, donc avant d'opérer les patients, une immunothérapie à la chimiothérapie classique qui s'appelle le FLOT dans ces cancers gastriques et de la jonction œsogastrique. Là aussi, avec des résultats qui paraissent très prometteurs et qui vont probablement changer les standards aussi de prise en charge de ces cancers. On a aussi des données dans les cancers du poumon avec l'essai Néodora aussi, en rajoutant une immunothérapie dans ces phases précoces où on diminue aussi le risque de rechute, de progression du cancer. Donc à partir du moment où les patients sont considérés comme potentiellement curables et opérables, donc sont non métastatiques. Donc on voit vraiment cette immunothérapie précoce. Il y a aussi alors attendez, j'essaie de me rappeler parce qu'ils ont plein de numéros, mais avec le nivolumab, la CheckMate 816. Donc, on a plusieurs études, voilà, dans le poumon, dans l'estomac, dans les cancers ORL, qui nous montrent que cette immunothérapie précoce, soit en néoadjuvant, soit après le traitement locorégional et éventuellement une chimiothérapie, va diminuer de façon très importante le risque de rechute et avoir ou probablement avoir un effet sur la survie à long terme chez ces patients. Donc là, on est sur des changements de pratique. On va avoir des présentations aussi en gynécologie où on commence à voir aussi la confirmation du potentiel très important de l'immunothérapie dans les cancers de l'utérus, aussi bien du col de l'utérus que du corps de l'utérus, mais également des signaux très intéressants dans les cancers ovariens où on pensait à un moment que l'immunothérapie n'allait pas donner de résultats intéressants. Après, moi, je m'intéresse particulièrement au cancer du sein et dans le cancer du sein, on a une actualité qui est très, très riche, en particulier dans 2 types de cancers, les cancers qui expriment les récepteurs hormonaux qui n'expriment pas HER2 et les cancers HER2 positifs. Alors, pour les cancers qui n'expriment pas HER2 et qui expriment les récepteurs hormonaux, ce qu'on appelle les cancers du sein lumineux, qui sont les plus fréquents, au stade métastatique, aujourd'hui, ce qu'on appelle la première ligne, donc le premier traitement que l'on donne à ces patientes, hein, qui est vraiment le standard aujourd'hui, c'est les inhibiteurs du cycle cellulaire, les inhibiteurs CDK4/6. Et là, on voit arriver de nouvelles stratégies thérapeutiques pour ces patientes qui viennent soit challenger, soit venir en complément des inhibiteurs du cycle dans 2 catégories. Et donc, moi, ça m'intéresse particulièrement parce que je m'intéresse beaucoup aux biomarqueurs. C'est d'une part l'essai Serenacis qu'on va aussi voir en plénière, qui va évaluer ce qu'on appelle un SERD, donc un inhibiteur des oestrogènes, le camizestrant, qui va montrer son efficacité associé associé aux inhibiteurs du cycle dans une population qui présente des mutations du gène aux oestrogènes, ESR1, et là avec un monitoring par biopsie liquide. Donc on voit arriver vraiment cette stratégie de la biopsie liquide pour guider la thérapeutique pour ces patientes. On va avoir également la présentation
d'une drogue qui est ce qu'on appelle un PROTAC. Donc, c'est des drogues qui agissent pas directement sur les gènes, mais c'est des drogues qui ont un effet qu'on appelle épigénétique, qui vont avoir un effet sur l'expression de l'ADN, pareil sur l'expression du récepteur aux oestrogènes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, qui est extrêmement novateur. On avait eu des études qui avaient été présentées l'année dernière avec des inhibiteurs de PROTAC qui venaient de Chine, qui nous avaient montré des choses assez intéressantes, mais sur des populations purement chinoises. Et là, c'est des essais internationaux avec des populations qui correspondent plus aux populations qu'on va traiter en France, donc avec des effets très intéressants. Et enfin, toujours dans ces cancers qui expriment les récepteurs hormonaux, on a aussi un nouveau standard qui va arriver. Donc, on a vu les patientes qui ont des mutations ESR1 avec les CERD. Et là, on a les patientes qui ont des mutations d'un autre gène qui est muté dans à peu près 40% de ces cancers du sein, qui s'appelle la PIK3CA. Et c'est la confirmation des données très intéressantes d'une drogue qui s'appelle l'inavolisib. Donc là aussi, un nouveau standard pour ces patientes. Donc on voit pour ces patientes avec des cancers du sein qui expriment les récepteurs hormonaux, la première ligne métastatique qui va être drivée par des biomarqueurs, alors qu'en fait, ces biomarqueurs, avant, ils arrivaient plutôt après l'échec de la première ligne de traitement qui était avec ces inhibiteurs du cycle cellulaire, donc soit en fonction de la présence de mutations de SR1, soit avec la présence de mutations de la PI3 kinase. Donc des données très intéressantes, et puis donc la confirmation de l'intérêt, mais c'est sur des lignes un peu plus tardives, de ces nouveaux médicaments qui sont les PROTAC, donc qui agissent sur l'expression de l'ADN. Donc ça, on sait depuis longtemps que ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est quelque chose qui peut vraiment modifier l'expression des gènes, et donc avoir éventuellement, lorsqu'elle est utilisée dans des médicaments, un effet sur le blocage de certaines voies d'activation tumorale. Donc là, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Et on a pas mal de choses aussi nouvelles pour les patientes dans tout le spectre d'expression de HER2 dans les cancers du sein. Probablement un nouveau standard de la première ligne métastatique avec le trastuzumab deruxtecan pour les patientes donc, qui sont dites HER2 positive. Donc ça, c'est intéressant. Avant cette première ligne, c'était avec le médicament historique, le trastuzumab, ou le TDM1 associé à un double blocage. Et là, donc, c'est un double blocage avec un anticorps drogue conjugué plus le pertuzumab, donc une drogue qui est plus historique de blocage, mais en tout cas avec un effet très intéressant sur cette première ligne. Donc là aussi, très probablement un changement de pratique dans ces cancers du sein. Et puis, on va avoir des données aussi de biomarqueurs soit pour les cancers du sein HER2 positifs, avec la confirmation d'une signature qui a été développée par nos collègues espagnols et qu'on utilise aujourd'hui dans des essais au sein d'Unicancer, qui s'appelle HER2-DX, qui là n'est pas dans les cancers métastatiques, mais dans des cancers précoces HER2 positifs du sein, qui permet en fait d'affiner la stratégie thérapeutique, puisqu'on fait des traitements dits néoadjuvants avec la tumeur en place, mais qui permettrait d'utiliser une seule chimiothérapie en combinaison avec des blocages anti-HER2. Donc là, une désescalade thérapeutique. Ils vont présenter des études aussi sur les patientes âgées de plus de 70 ans, où ils montrent justement que dans certains cas, il faut quand même utiliser de la chimiothérapie, et dans d'autres, simplement un double blocage par des anticorps sans chimiothérapie. Donc, des outils très intéressants en termes de biomarqueurs.
Et puis on va avoir, vous savez que pour les HER2, il y a donc le groupe des positifs et puis après il y a toute la famille du spectre d'expression faible d'HER2 sans activation oncogénique, sans mutation. Et là, on va avoir des présentations. Alors là, on sait pas encore, hein, puisque c'est des abstracts qui sont sous embargo, mais la présentation de biomarqueurs dans ces études qui portent sur les spectres d'expression faibles. Donc, ils vont peut-être nous permettre de bien sélectionner les patientes pour ces traitements par anticorps drogue conjugués. Et puis aussi des présentations d'études dans lesquelles j'ai de mes collègues de Gustave Roussy qui a participé, qui évalue des solutions d'intelligence artificielle pour bien identifier les patientes dans ces spectres d'expression faibles, donc quelque chose qui est, on va dire, plus fiable que l'œil du pathologiste. Et ces biomarqueurs par intelligence artificielle, donc, qui mettent en évidence des marquages protéiques par immunohistochimie, vont probablement prendre une place très importante dans les biomarqueurs associés aux anticorps drogue conjugués. Et on va avoir aussi des présentations, une présentation dans le cancer du poumon, dans une étude avec un anticorps drogue conjugué qui s'appelle le dapotamab deruxtecan. Et ils ont mis en évidence en fait une quantification du marqueur immunohistochimique qui correspond à l'anticorps drogue conjugué qui va être évalué par des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, en termes de biomarqueurs, on va voir dans cet ASCO 2023 la biopsie liquide qui a une place importante dans énormément de cancers, soit pour évaluer le risque de rechute dans les cancers précoces non métastatiques et puis, dans les cancers métastatiques pour mettre en évidence des biomarqueurs, on l'a vu, je vous en ai parlé dans le cancer du sein, ESR1, PI3 kinase, mais aussi, dans le cancer du poumon, ça on le sait depuis longtemps, mais pour mettre en évidence, des résistances. On va le voir aussi dans le cancer colorectal, le suivi par biopsie liquide pour guider la stratégie thérapeutique, mettre en évidence les résistances. Donc on voit cette technologie qui va avoir de plus en plus de place et qui, du côté du patient, est quand même beaucoup plus confortable puisque ça évite les nouvelles biopsies. Et puis, cette place grandissante de l'intelligence artificielle dans ces biomarqueurs associés aux anticorps drogue conjugués, puisque c'est des biomarqueurs protéiques qu'on met en évidence donc, par des techniques très classiques d'immunohistochimie sur des coupes histologiques. Et là, l'œil du pathologiste n'est pas toujours capable de bien définir le nombre de protéines qui sont présentes. Et là, l'intelligence artificielle est capable de donner des résultats beaucoup plus fiables. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on va voir dans plusieurs types tumoraux et qui vont probablement révolutionner une partie des diagnostics de demain. Voilà globalement, peut-être qu'il y aura d'autres études qui me reviendront après, mais voilà globalement les tendances. Donc l'immunothérapie, ça c'est sûr, on va le voir dans plein de types tumoraux et arriver de plus en plus tôt dans la stratégie thérapeutique. Les thérapies ciblées, toujours très importantes dans un grand nombre de cancers. Là, je vous en ai cité que quelques-unes, mais le cancer du sein, cancer du poumon, cancer du côlon, mélanome, etc. On va avoir plusieurs études avec des thérapies ciblées, des nouvelles thérapies ciblées. Et puis le changement des biomarqueurs avec la place grandissante de la biopsie liquide et puis l'arrivée aussi pour ce qui est des protéines, hein, c'est ce qu'on ne peut pas faire en biologie moléculaire quand on regarde des mutations, etc., où on est vraiment obligé de regarder les protéines sur lesquelles vont se mettre ces nouvelles drogues, les anticorps drogues conjugués, la place de l'intelligence artificielle. Voilà à peu près en gros pour moi les choses que je vais regarder dans mon programme qui va être extrêmement chargé, je ne vous le cache pas. Merci. Je prends peut-être la parole. Donc, Muriel Dahan,
directrice de la recherche et du développement d'Unicancer. Merci Frédéric, je crois que tu as beaucoup déjà balayé les sujets qui vraiment vont marquer cette édition qui est dans la continuité hein, de l'ASCO et de l'ESMO de l'année dernière et qui renforce, comme tu l'as vraiment dit avec beaucoup de détails et compétences, la place des marqueurs, alors des biomarqueurs, ça commence vraiment à prendre l'envolée qu'on attend depuis des années. La place de l'IA combinée à ces biomarqueurs, c'est vraiment essentiel d'avoir ce dialogue entre l'intelligence artificielle, les biomarqueurs et les molécules qui vont y répondre, en particulier les ADC. Hein, c'est vraiment l'explosion des anticorps conjugués aujourd'hui qui continue à prendre une place importante. Il y a aussi, je pense qu'il faut en parler aussi, c'est la place de la radiothérapie qui connaît des évolutions tout à fait intéressantes. On avait vu au dernier ESMO Sofia Rivera avec une très belle communication sur l'hypofractionnement, la désescalade, et c'est encore cette année quelque chose qu'on va voir dans pas mal de communications si j'ai bien vu le programme. Et puis la biopsie liquide un peu partout aussi qui va permettre d'orienter à la fois les diagnostics et les traitements. J'ai noté là dans le prolongement de ce que je disais, la désescalade qui aujourd'hui nous occupe beaucoup. On voit une préoccupation plus importante de la qualité de vie et de la gestion des effets indésirables et également la volonté de prendre un peu les enseignements du devenir des innovations qui se sont multipliées ces dernières années pour voir maintenant comment on peut réguler et être plus efficace, efficient sur les traitements et essayer de soumettre à moins d'effets indésirables les patients. Ça utilise aussi pas mal la télésurveillance avec des études intéressantes dont je vais parler, et puis la recherche translationnelle, les biomarqueurs, tout ça fait un mix tout à fait impressionnant avec beaucoup de communication qui combine les différentes solutions et aussi une ouverture vers les médicaments de thérapie innovantes, les évolutions des CAR-T vers des CAR-T et des cellules NK, d'autres et des vaccins aussi, hein, l'émergence des vaccins pour les cancers solides. Donc, pour Unicancer, je rappelle qu'Unicancer, nous avons à la fois une direction recherche et développement au sein d'Unicancer et une direction data avec des recherches sur données de vie réelle. Et puis, dans chaque CLCC, il y a également de multiples recherches fondamentales, translationnelles, cliniques. Donc, tout le réseau a une recherche extrêmement riche. Alors, pour Unicancer R&D, on a cette année une très belle communication sur une étude qui s'appelle Cher, donc avec une publication dans le JCO. Alors, c'est une étude qui a commencé il y a longtemps, mais comme il s'agit de femmes atteintes de cancer du sein avec un bon pronostic, c'est le type d'étude qui ne peut que durer très longtemps et c'est tant mieux. Et comme je vous le disais, on est sur des stratégies de radiothérapie avec une diminution de l'exposition aux rayons, donc avec une comparaison entre l'irradiation totale et l'irradiation partielle accélérée du sein, donc APBI en anglais, IPAS en français. Donc, c'est une stratégie de désescalade de radiothérapie et c'est vraiment très intéressant parce que on a la possibilité de changer les pratiques pour essayer de soumettre les femmes à moins
de radiothérapie. Et donc, on a ces résultats alors préliminaires jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a quelques années, on ne bénéficiait que d'études rétrospectives, et cette étude SHARE est une étude prospective qui annonce de bons résultats pour l'instant. Donc, on n'a pas encore tous les résultats, mais on voit que c'est très prometteur pour éviter de soumettre à des doses trop importantes de radiothérapie ces femmes, sans différence sur les résultats esthétiques. Et donc, on espère une très belle communication. On a aussi sur notre base Canto plusieurs posters tout à fait marquants, hein, avec un premier poster Sim Canto sur la valeur pronostique de l'inflammation systémique pour le cancer du sein au stade précoce, avec un très beau poster qui explique la comparaison, enfin l'utilisation d'un score établi à partir du rapport entre neutrophile et lymphocyte, le NLR, pour mesurer l'inflammation systémique et l'état immunitaire qui est associé au pronostic dans ce type de tumeur, mais aussi, on l'espère, dans d'autres types de tumeurs que le cancer du sein, avec donc cette valeur pronostique qui est étudiée dans une vaste cohorte prospective qui est établie à partir de notre cohorte nationale Canto Unicancer. Et donc, on montre que l'inflammation systémique qui est mesurée avec ce score NLR initial est associée à une DDFS, donc une Distance Disease Free Survival, significativement plus courte pour la cohorte Canto dans le sous-groupe avec récepteurs aux oestrogènes positifs et HER2 négatifs. Donc, c'est une association qui disparaît après ajustement, mais qui est tout à fait marquante pour utiliser ce nouveau score. On a aussi un autre poster qui va être présenté qui s'appelle je n'ai pas le nom, mais c'est une étude sur l'inquiétude dans des survivantes du cancer du sein au stade précoce. Et c'est assez intéressant parce que c'est le lien qu'on étudie entre les pensées inquiétantes, c'est vraiment identifié en tant que tel, sur la qualité de vie et les trajectoires qui permettent de considérer cette inquiétude comme un déterminant. Et c'est très intéressant de voir cette nouvelle orientation pour mieux comprendre l'impact de l'état psychologique, surtout chez les jeunes survivants, parce que c'est vraiment ça a un impact très important sur leur qualité de vie, peut-être moins que les personnes plus âgées. Et puis un autre poster également qui décrit une approche de regroupement hiérarchique pour mieux comprendre, là encore, les symptômes comportementaux dans le cancer du sein au stade précoce. Et c'est aussi une étude réalisée à partir de la cohorte Canto et l'impact de différents troubles, fatigue, troubles cognitifs, insomnie, anxiété, dépression, et leur combinaison qui est étudiée dans cette cohorte. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à aller regarder de plus près. Et puis, donc, on a effectivement, moi aussi, j'ai identifié comme Frédéric cette présentation avec des personnes d'Unicancer qui ont participé à cette étude sur le camisestran, qui donc fait intervenir de nombreux
de nombreux experts d'Unicancer, dont notre vice-président du groupe UCBG, le professeur François-Clément Bidard, qui va être dans les présentateurs, je crois, de cette étude de phase 3 Serena 6 dont a parlé Frédéric et qui est très prometteur, en particulier pour vraiment consolider la place de l'ADN circulant pour orienter les attitudes thérapeutiques. On a aussi une étude pour rester dans le cancer du sein. Après, on arrête le cancer du sein, je vous promets, mais un poster très intéressant avec une étude, une très large cohorte rétrospective auquel ont participé 12 centres de lutte contre le cancer, qui met en évidence l'efficacité d'une combinaison tucatinib, trastuzumab, capecitabine après un ADC, le trastuzumab deruxtecan, dans le cancer HER2 positif métastatique. Et donc, cette vaste cohorte va faire l'objet d'un poster tout à fait intéressant. Je vous invite à aller le voir. Et puis, là, on a, comme l'a dit Frédéric, pas mal d'avancées dans les cancers de la tête et du cou, avec cette grande étude dont elle a parlé niveau post-op, qui est une phase 3 avec, bon, je ne vais pas répéter, mais effectivement, c'est une étude tout à fait marquante. Également, un essai sur un vaccin. Je pense que c'est vraiment intéressant d'aller voir ce vaccin avec une étude portée par l'Oncopole de Toulouse et avec Christophe Le Tourneau, qui est notre président du groupe médecine personnalisée d'Unicancer, qui ont participé à cette étude, certes de phase 1, mais c'est vraiment pour les vaccins, c'est normal qu'on ait des résultats qui soient très importants à prendre en compte, y compris à la phase 1. C'est un essai quand même randomisé, avec donc un vaccin personnalisé adjuvant qui a un nom encore TG 4050, et donc pour des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou localement avancé, 33 patients randomisés, et donc qui montre que ce vaccin est sûr et permet d'avoir des réponses immunitaires tout à fait marquantes, avec aucune rechute qui n'est survenue dans le groupe vaccinal, contre 19% dans le groupe témoin. On attend cette communication qui va amener de plus amples détails et qui va ouvrir cette voie vers l'utilisation de vaccins, surtout dans ces cancers où on est encore assez démunis. On a également une étude qui regarde l'expansion de doses, ce qu'on appelle d'Intune 1. C'est une étude de phase 1-2 portée par Léon Bérard et le centre Léon Bérard de Lyon et Oscar Lambray, en partenariat avec le laboratoire Takeda, qui utilise un agoniste STING, le dazostinag, associé au pembrolizumab en première intention. Donc, c'est vraiment dans la lignée de ce cas, de ce dont a parlé Frédéric Penolorca. Je pense que c'est tout à fait intéressant d'aller regarder les résultats de cette étude qui vont être annoncés. On a également alors les keynotes, hein, comme tous les ASCO, ça fait l'objet de nombreuses communications, mais je crois qu'il y a même des sessions qui seront dédiées à ces études. Je signale aussi peut-être une étude sur la seconde génération d'inhibiteurs de KRAS G12C. Hein, je crois que tu l'as un peu évoqué, Frédéric, mais c'est assez intéressant. C'est porté par l'Oncopole de Toulouse, je crois, en partenariat avec d'autres centres et laboratoires, sur l'olomorasib, avec le cetuximab, qui vise ce nouveau
qui rasent de nouvelles générations et ça peut être aussi tout à fait intéressant. Cancer du poumon, bien sûr, on en parlera beaucoup à la fin de l'ASCO parce que il y a beaucoup d'annonces qui sont prévues, notamment l'efficacité et la sécurité de nivolumab plus ipilimumab chez les patients pré-traités de type B3 et avec ces résultats d'une étude EORTC ETOP Nivotim, une étude de phase 2. On a pas mal d'avancées et c'est heureux, c'est encore préliminaire, mais on voit que le glioblastome reste un sujet d'étude qui va aussi faire l'objet de communication avec une étude de phase 2 avec le pemigatinib pour les patients pré-traités et à la fois le glioblastome et d'autres gliomes qui activent la voie FGFR1/3. Et donc, c'est l'étude FIGHT 209. On attend des résultats intéressants. Les gynéco, tu en as parlé. On a une belle étude Rosella de phase 3 portée par l'Oncopole et le centre Oscar Lambré, enfin, qui ont participé en tout cas, et donc qui étudie le relacorilant avec le nab-paclitaxel comparé au seul nab-paclitaxel pour des études sur les cancers de l'ovaire résistants aux platines. Voilà, on a une belle étude aussi sur le sarcome, Tikin Away, avec, comme tu l'as dit, des inhibiteurs de tyrosine kinase pour les traitements du sarcome. Et puis cette évolution, comme je l'évoquais, vers la télésurveillance avec une belle étude réalisée avec le Centre François Baclès qui est en partenariat avec la société de télésurveillance Curity qui étudie l'utilisation de télésurveillance Curity par rapport aux soins habituels pendant un traitement anticancéreux injectable. Donc, c'est une étude prospective, randomisée, multicentrique française, Optimacure, qui permettra, on l'espère, d'asseoir et de mieux comprendre la place qu'il faut donner à ces études, à ces plateformes de télésurveillance. Voilà, en gros, je pense qu'on a un peu couvert ce qui est pour l'instant annoncé, mais comme d'habitude, il y aura des surprises et des late breaking abstracts, des annonces en présidentielle. Donc, on est impatient de voir tout ce qui va être annoncé au cours de cette ASCO. Merci beaucoup Frédéric et Muriel pour toutes ces explications. Manifestement, nous n'avons pas de questions pour le moment. N'hésitez pas à nous les poser dans le chat si vous souhaitez avoir des précisions sur ce qui a été évoqué par le professeur Frédéric Pénaud-Lorca ou par le professeur Muriel Dahan. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Vous avez été très clair. Il y a eu un grand panel, effectivement, d'actualités que vous avez cité dans tous les domaines. Donc, je vous remercie beaucoup. J'ai une question de Aude Lecrubier qui souhaite savoir si vous pouvez nous donner les références pour les études inhibiteurs de PROTAC. Alors, attendez, ça, il faut que je vous le retrouve parce que c'est le Late Breaking Abstract 1000, donc ça, c'est facile à se rappeler. C'est présenté par Le Rousseau et c'est présenté samedi 31 à 1h15, enfin sur la session des présentations orales du sein, samedi après-midi à Chicago, donc ça va être le soir en France. Hein. Et voilà, et donc l'étude, elle s'appelle VERITAC. VERITAC 2. Alors, ce n'est pas Le Rousseau qui la présente, pardon, parce qu'elle présente celui d'avant. Alors, il faudrait que je le retrouve. Attendez, je pense que ça doit être Le Rousseau, peut-être.
Je vais essayer de retrouver dans mon. Je recherche dans mon app. Je vais vous retrouver ça dans mon appli de l'ASCO pour chercher samedi 31 l'après-midi. Voilà. Je vous donnerai la référence exacte. Voilà. Donc, c'est présenté par Erika Hamilton. Hein, le Russo, c'est celui d'avant. Donc, c'est présenté par Erika Hamilton. C'est bien le Late Breaking Abstract 1000, mais qui n'est pas disponible aujourd'hui, hein, qui est sous embargo jusqu'au début de la session. Et donc, ça sera présenté à 1h15 de l'après-midi, heure de Chicago. Donc, à 20h15, heure française. Merci. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer l'introduction de l'oncologie Press Room. Une petite précision, on nous demande de parler des résultats chinois déjà publiés. Alors, ça a été présenté à San Antonio, à l'ESMO l'année dernière, avec un inhibiteur de PROTAC qui est tout à fait, qui est probablement assez similaire. Donc, dans le même contexte de patientes avec des cancers du sein exprimant les récepteurs hormonaux qui étaient métastatiques. Si vous voulez, je peux le rechercher dans le nom exact de cet inhibiteur de PROTAC. Et si vous laissez votre mail, je vous envoie ça tout à l'heure avec les données. Mais je n'ai pas le nom, je ne me rappelle plus du nom, parce que c'était un numéro. Mais voilà, on avait eu, entre autres en présidentielle, session plénaire ou qu'on appelle présidentielle à l'ESMO, qui avait paru très intéressant aussi. PROTAC dégradeur. Je regarde si je le retrouve là tout de suite. Aude vous a laissé son email. Ok, sinon, voilà, je vous envoie ça tout à l'heure. Sinon, voilà, n'hésitez pas à me l'envoyer aussi, je transmettrai. Aude Le Crubier. Ok, parfait, je vous envoie ça. Donc, je vous remercie beaucoup. De toute façon, c'est vrai que on se retrouve, Muriel, pour la conclusion qui sera mardi 3 juin. Nous vous donnons rendez-vous ce mardi 3 juin pour 2 points presse. D'abord à 14h avec Bristol Myers Squibb qui va vous donner plusieurs actualités, notamment présenter ses actualités, notamment dans le cancer des poumons. Du poumon, pardon. Et puis, le point presse, donc à 15h, d'Unicancer, avec vous, professeur Muriel Dahan, ainsi que le professeur Jean-Yves Blais et le docteur Maurice Perrol, qui est pneumologue et oncologue au centre Léon Bérard de Lyon. On me donne… pardon, je n'avais pas vu la question de Florence Rosier, excusez-moi. Sur le cancer rare, la maladie de Vaquez, y a-t-il une étude présentée en plénière ? Oui, alors je ne suis pas du tout spécialiste, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, c'est de l'hématologie, mais effectivement en plénière, il y a une présentation sur le Vaquez. Alors je ne sais pas si je l'avais moi dans mes moi, enfin voilà, je suis pas du tout spécialiste, mais alors c'est je pense que Et vous, Muriel ? Je n'ai pas, non, je n'ai pas. Ouais, mais j'ai entendu, je sais qu'il y a cette étude dont on parle beaucoup sur le Vaquez, mais personnellement, c'est absolument pas du tout dans mon champ et j'avoue que je peux pas. Je regarde. Ouais. Je regarde parce que j'ai bien noté tout. C'est une des, je sais pas quand est-ce qu'elle est mise. J'ai pas du tout. PROTAC. Attends, je sais plus. Dans les plénaries. Une seconde, je vais regarder.
Plenary session. Myélome, j'ai du myélome. Il y a plusieurs études sur le myélome dont on a Non, pas mais il y en a parlé, une sur le mais il y a Vaquez, plein, ça c'est sûr. Voilà, c'est Verify. Voilà, c'est la plénarie, la première plénarie. Donc, c'est le rusfertide pour le traitement de la polycythémie, enfin du Vaquez, donc double blind, donc c'est versus placebo. Et je vais vous dire ce que c'est le rusfertide, parce que ça, j'avoue que l'hémato, c'est un champ extraordinaire. Et c'est présenté en plénière En plénière, ouais, c'est présenté en plénière. Hein, c'est une plenary session. C'est vrai que les hématos disent souvent voilà, qu'ils sont pas très représentés à l'ASCO, mais bon là quand même, voilà. Donc c'est un mimétique de l'hepcidine. Je suis encore plus perdue là-dessus, qui est voilà, une hormone qui régule le fer. Bah oui, donc c'est bien. Bon, quand on a une polyglobulite vaqueuse, on a trop de globules rouges et donc ça doit être, c'est une drogue qui doit agir sur le métabolisme du fer et donc si on n'a pas de fer, on ne fait pas de globules rouges. Donc pour diminuer le taux de globules rouges dans le sang, hein, puisque la polycythémie la maladie de Vaquez, la polycythémie vera, c'est le fait d'avoir des taux de globules rouges extrêmement importants. Hein, c'est ce qui est voilà, et donc c'est quelque chose qui est normalement, ce qu'on fait à ces patients, c'est qu'on leur retire du sang pour diminuer leur taux de globules rouges. Et donc là, ça permet de contrôler la fabrication des globules rouges. Et apparemment, cette étude est très a l'air d'être très positive et versus placebo. Donc, ça serait un changement important pour cette maladie. On nous précise LBA3, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, c'est ça, c'est l'abstract 3, mais le problème, c'est qu'ils sont sous embargo, hein, donc on n'a pas les, on aura l'abstract que le jour de la présentation. Voilà. Mais je vous dis, j'ai regardé ce que c'était comme drogue et donc c'est bien ce que je vous dis. C'est une drogue qui contrôle le métabolisme du fer et donc qui doit diminuer la fabrication des globules rouges. Donc, il y a une action sur cette maladie, la polyglobulite vaquez, qui est le fait qu'on fabrique trop de globules rouges, hein, qui est un désordre de la moelle, qui fait qu'on fabrique trop de globules rouges. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Voilà, donc ça sera présenté dans la session plénière qui sera le 1er juin de 1h à 4h de l'après-midi à Chicago. Bon, très, très bien. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci aux journalistes qui se sont connectés. Et je vous donne rendez-vous donc le mardi 3 juin pour une conférence donc de Bristol de Myers-Squibb et ensuite la conclusion avec l'équipe d'Unicancer. Bonne ASCO. Merci. Merci beaucoup. J'envoie les protacs. Voilà. Merci, au revoir. Merci Frédéric, merci à tous, au revoir.